Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission autour de l'actualité que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter sur les antennes de El Mourabitoun TV. Comme vous pouvez le constater, après une longue période d'inactivité due à des problèmes techniques indépendants de notre volonté, l'émission est de retour sur vos écrans. Donc restez bien scotchés dans vos fauteuils confortables. Pour rappel, ce programme est un concept initié par la rédaction du journal télévisé qui traite des sujets divers en rapport avec l'actualité politique, économique, socioculturelle, culturelle et même sportive. Maintenant, nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet et entamer tout de suite ce premier chapitre de notre émission, dans laquelle nous recevons pour vous M. Mohamed Lamine Woulvaïd qui dirige le département du commerce extérieur au niveau du ministère de l'Industrie et de l'Artisanat qui vient de l'industrie du commerce et de l'artisanat, c'est ça? Et du tourisme. Et du tourisme, ouais, qui vient nous en tenir des principales convenances commerciales de libre-échange que la Mauritanie a contractées avec plusieurs pays du continent, mais aussi en dehors de l'Afrique. Pour être précis, il faut souligner que la Mauritanie a signé récemment, à travers le ministère du Commerce, un certain nombre d'accords de libre-échange avec plusieurs régions du monde. Il s'agit essentiellement d'un accord préférentiel avec l'Union européenne, qui permet à l'exportateur mauritanien de bénéficier d'un marché de 447 millions de consommateurs potentiels, ce qui est énorme. Un accord préférentiel avec la République populaire de Chine, qui permet également aux exportateurs mauritaniens de bénéficier d'un marché qui va dans l'ordre de 1,4 milliard de consommateurs potentiels, mais aussi un accord de libre-échange avec la CEDEAO, un accord de libre-échange également avec le continent africain appelé ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, qui permet aux producteurs mauritaniens de bénéficier d'un marché qui va dans l'ordre de 1,3 milliard de consommateurs potentiels. Bonsoir, Monsieur Mohamed Lamine Woulvaïd, le directeur. Bonsoir. Bien entendu, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, nous allons bien entendu entamer cet entretien avec vous, Monsieur Waïd, avec une première question qui s'adresse à vous et à votre département, autant pour moi. Quels sont les défis qui attendent notre pays et également les pays africains de manière globale? Écoutez, déjà, merci infiniment pour cette invitation et je vous remercie pour cette initiative qui consiste à vulgariser en fait tous les accords commerciaux que nous avons, que ce soit les accords préférentiels également les accords de libre-échange, pour que les exportateurs, les producteurs mauritaniens soient au courant de ce qui se passe et également en tirer pleinement profit de tout cela. C'est extrêmement important ce que vous aviez mis, c'est-à-dire en termes d'introduction. C'est juste qu'il est toujours coutume d'usage en fait de justement ce qu'on appelle une décomposition en fait terminologique, qui consiste tout simplement à faire, en tout cas, définir les concepts pour que ça soit un petit peu important dans le contexte des auditeurs, pour qu'en fait ils puissent, en tout cas, comprendre un peu effectivement de quoi s'agit-il. Que quand nous allons rentrer en fait dans le vif du sujet également les questions techniques, qu'ils soient également au niveau d'égalité avec nous. Donc la première des choses que je voulais mettre en évidence, effectivement comme vous aviez mis en évidence, c'est que nous avons signé un certain nombre d'accords, que ce soit des accords préférentiels également des accords de libre-échange. Et comme je dis toujours, il y a une énorme différence entre les deux. Un accord préférentiel, généralement, c'est un accord qui est fait avec un pays qui est soi-disant avancé économiquement, avec des pays qui sont les moins avancés, ce qu'on appelle les PMA. D'accord. Ce sont des traitements de faveur, c'est-à-dire que ces pays avancés octroient en fait des avantages fiscaux et douaniers à ces pays qui sont les moins avancés. Donc, à travers ces accords préférentiels, les pays les moins avancés exportent vers les pays avancés sans qu'on leur demande de payer des droits de douane. Donc, généralement, c'est un accord commercial à sens unique. Par contre, un accord... C'est un accord unilatéral. Donc. Unilatéral, c'est des traitements de faveur, tout simplement. C'est-à-dire qu'un pays... les pays développés donnent aux pays moins avancés. Exactement, comme l'accord de l'Union européenne, nous allons essayer de le citer en détail tout à l'heure. Donc c'est un accord à sens unique. Par contre, un accord de libre-échange, c'est un accord à double sens. C'est-à-dire que les deux pays, les deux parties, chacun met des droits de douane. Plutôt enlève les droits de douane et donc ils commercent librement, donc sans qu'il y ait des taxes ou également les droits de douane. Donc c'est ça ce qu'on appelle un accord de libre-échange. Et nous, ce que nous avions signé, ce sont essentiellement des accords préférentiels. Donc ce sont des accords à sens unique. Donc c'est avec des parties à travers lesquelles elles permettent à leur marché d'être ouvert aux produits et également aux exportations mauritaniennes sans qu'on nous demande de payer des droits de douane. Au premier rang desquels nous avons un accord avec l'Union européenne, comme vous l'avez brillamment cité, avec ce qu'on appelle la Convention Tout sauf les armes, qui d'ailleurs n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle les APE, les accords de partenariat économique. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Les accords, ou en tout cas l'accord préférentiel que nous avons avec l'Union européenne, c'est un accord
à traitement préférentiel. Donc l'Union européenne ouvre son marché aux exportations mauritaniennes sans qu'on nous demande de payer des droits de douane. Donc à l'instant où on se parle aujourd'hui, tout exportateur mauritanien qui veut exporter vers l'Union européenne peut exporter sans qu'on lui demande de payer des droits de douane. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à signaler. Pour justement accompagner la mise en place de cet accord, nous avions mis en place au sein du département du commerce et particulièrement au sein de la direction du commerce extérieur un mécanisme de digitalisation en fait, des procédures. Donc avant tout exportateur qui est d'ailleurs très important parce que nous sommes dans un monde complètement digitalisé avec l'essor de la technologie. Absolument, et ça vous fait gagner en fait en temps et également en fait de coûts. Ça c'est extrêmement important parce qu'avant l'avènement de ce système, en fait on l'avait appelé le système REX, qui digitalise en fait toutes les procédures d'exportation avec l'Union européenne. Tout exportateur qui voulait bénéficier de ce traitement préférentiel avec l'Union européenne, il était obligé d'aller à la chambre de commerce, prendre le certificat d'origine, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important d'ailleurs, parce qu'en fait c'est pas tous les produits, c'est pas tous les produits qui sont éligibles en fait à cette exonération douanière. Il faut que votre produit soit originaire de votre pays. Et justement, qu'est-ce qui confirme ceci? C'est ce qu'on appelle le certificat d'origine. Donc avant, toute personne ou tout exportateur de manière globale allait à la chambre de commerce et puis il prenait en fait le certificat d'origine, on le tamponne, il va au bureau de la douane, également on lui met un deuxième visa et puis il exporte sans paiement en 3 douanes. Avec l'avènement de ce système qu'on appelle le système REX, en fait toutes les procédures ont été digitalisées et donc maintenant l'exportateur n'est plus obligé en fait d'aller à la chambre de commerce ni à la douane. Bureaux, tout se fait, c'est-à-dire sur son smartphone à distance. À distance et donc sans déplacement et également sans c'est qui est salutaire d'ailleurs. Sans papier. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important à signaler. Donc ça c'est un accord premier en fait que nous avons dans le pipe. Et puis le deuxième accord que nous avions, c'était un accord avec les États-Unis d'Amérique, ce qu'on appelait communément l'AGOA. Mais avec l'avènement de l'actuelle administration américaine, en fait ça a été en tout cas mis un peu à l'écart. Par contre nous avons C'était avant que le président Donald Trump ne réaccède au pouvoir. C'était avant, effectivement. C'était avec le régime de Joe Biden. Joe Biden, voire même avant Biden en fait, et également avant l'avènement de l'administration Trump en 2018. La Mauritanie bénéficiait de ce traitement de faveur-là, donc on exportait vers les États-Unis sans paiement en 3 de douane. Et là, en fait, ça a été un petit peu mis à l'écart. Donc ça, c'est le deuxième accord que nous avons. Le troisième que nous avons, c'est un accord également préférentiel avec la République populaire de Chine. Donc c'est exactement le même principe, donc un traitement de faveur que la République populaire de Chine octroie à la Mauritanie. Donc cet accord est entré en vigueur d'ailleurs l'année passée, et très exactement le 1er janvier 2024. Et j'avais eu humblement l'honneur en fait de travailler sur le montage de ce dossier-là. Donc ce qui fait qu'actuellement, tout exportateur mauritanien qui veut exporter vers la Chine, on ne lui demande absolument pas de payer des droits de douane ou également des taxes y afférentes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement également important. Est-ce qu'à l'inverse, ces pays, pas du tout. S'ils veulent importer leurs produits, par exemple ici en Mauritanie, donc ils vont payer les droits de douane. C'est ce que je disais là tout à l'heure, c'est un accord à sens unique. C'est pas obligatoirement réciproque, quoi. Non. C'est des traitements de faveur. C'est des traitements de faveur. Voilà. Si on avait ouvert en fait notre marché, ça aurait été un accord de libre-échange. Par contre, là, nous sommes dans un contexte d'accord préférentiel. Donc on exporte sans payer des droits de douane. Par contre, eux, quand ils exportent vers le sol mauritanien, ils payent des droits de douane. Donc c'est quelque chose qui rentre systématiquement dans les caisses de l'État. Donc ça, ce sont des accords extrêmement importants à mettre en évidence. Par contre, nous avons des accords régionaux en fait, que ce soit avec la CEDEAO, comme vous l'avez brillamment cité. Également, nous avons un accord avec la zone de libre-échange continentale africaine. ZLECAf. Et ça, c'est un accord extrêmement important à mettre en évidence parce qu'en fait, au vu du fait que c'est un marché d'une grandeur extrêmement historique, parce qu'il n'y a pas un marché de libre-échange dans le monde qui va dans l'ordre de 1,3 milliard de consommateurs potentiels. Le principe tout simplement de l'accord de la ZLECAf, c'est que tous les pays africains, en fait, comme vous le savez, en Afrique, nous avons 55 pays, à l'exception de l'Érythrée, donc ce qui fait que nous avons 54 pays africains qui ont signé et ratifié un accord à travers lequel les pays africains commercent entre eux sans paiement de droits de douane. Ce qui est excellent d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à mettre en évidence. Mais il faut savoir, bien entendu, qu'en fait, ce démantèlement tarifaire se fait graduellement avec le temps. Donc, pour les pays les plus avancés économiquement en Afrique, particulièrement le Nigeria, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, etc., ça, ils ont un temps de libéralisation en fait, des droits de douane qui va dans l'ordre de 10 ans. Par contre, pour les pays les moins avancés, c'est 5 ans. Et donc, il y a des démantèlements en fait, qui sont graduels, qui se font en fait, au niveau des catégories, ce qu'on appelle la catégorie A, donc, qui consiste à ce que tous les pays libéralisent systématiquement 90% de leurs lignes tarifaires et nous avons en Mauritanie plus de 6129 lignes tarifaires. Donc nous avons 90% de ces 6129 lignes tarifaires qui vont être libéralisées systématiquement. Donc ça reste 10%. Parmi ces 10%, nous avons 7% de ce qu'on appelle les produits sensibles qui vont être libéralisés sur 15 ans. Et puis les 3% qui restent, c'est ce qu'on appelle les produits stratégiques. Donc nous avons carrément le droit de les exclure de l'accord et donc de toute concurrence avec les pays africains. Et ça, généralement, ce sont les produits qui sont stratégiques pour nous et en l'occurrence le riz. Concernant l'accord que vous avez mentionné tout à l'heure avec les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'actuellement, parce que vous avez dit que c'est un accord qui est actuellement mis en écart, Tout à fait. est-ce qu'il existe toujours
éventualité à ce qu'on relance cet accord avec les États-Unis? Non, écoutez, en fait, cet accord doit être validé au niveau du Congrès américain. Donc, ce sont les deux chambres en fait qui le valident. Et donc, par décision en fait du président de la République, ça a été annulé. Et à travers ce qui se passe actuellement et les droits de douane qui ont été imposés au niveau mondial, avec des taux qui sont planchers également, des taux qui sont plafonnés. Donc, nous ne voyons pas, en tout cas, dans l'horizon, quelque chose qui consiste à remettre ceci sur la table. D'accord. Comment se préparer, monsieur le directeur, pour le monde d'aujourd'hui, surtout avec la nouvelle administration américaine, justement, et les droits de douane imposés? D'ailleurs, est-ce que les droits de douane ont un impact sur notre économie? Écoutez, c'est une bonne question, vous avez raison en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. Déjà, c'est que l'administration actuelle américaine, les droits de douane qui ont été imposés ont deux raisons en fait. La première, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un déficit budgétaire qui est extrêmement conséquent. Donc il y a lieu de le compenser. Donc le compenser avec les droits de douane, donc ils vont rentrer dans les caisses de l'État. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, leur objectif, c'est justement d'attirer plus d'investissements directs étrangers. Carrément, et puis de créer des emplois. Et c'est ce qui se passe actuellement. Nous avons vu le géant acier ArcelorMittal qui a commencé à s'investir également aux États-Unis. Également, nous avons Samsung et d'autres entreprises qui ont commencé à mobiliser des fonds extrêmement conséquents sur le sol américain. Pourquoi? Pour que tout simplement ces pays-là, ou plutôt ces entreprises, pour qu'elles puissent en tout cas contrecarrer en fait les droits de douane qui leur sont imposés. Donc quand elles exportent vers les États-Unis, elles vont devoir payer plus des droits de douane qui sont extrêmement importants. Donc la solution, c'est quoi? C'est d'aller systématiquement sur le sol américain et de créer des entreprises là-bas et de produire. Donc comme ça, ils ne seront plus assujettis à ces impositions douanières. Donc c'est ça l'objectif de l'administration américaine. Donc c'est attirer en fait les entreprises pour leur dire venez ici, installez-vous aux États-Unis d'Amérique et comme ça vous n'allez plus à payer de droits de douane. C'est ce que nous sommes en train de voir avec le géant, comme je viens de le dire, ArcelorMittal et également l'entreprise Samsung qui ont commencé à s'investir sur le sol américain. Mais il faut également savoir une chose, c'est que cette politique n'est pas sans risque parce qu'au niveau américain, quand vous augmentez les droits de douane, vous allez systématiquement devoir faire face à l'inflation parce qu'en fait les produits, carrément systématiquement, pour des raisons de fondamentaux économiques, quand vous allez importer des produits sur lesquels il y a plus de droits de douane, ces produits vont renchérir en fait la consommation locale américaine. Donc systématiquement, ça crée de l'inflation. Surtout qu'aux États-Unis, et particulièrement en industrie automobile, les intrants qui sont sur le sol américain sont des intrants qui sont importés depuis l'extérieur. Donc le fait d'imposer des droits de douane sur ces intrants-là, systématiquement, ça va augmenter le prix des produits qui sont produits sur le sol américain. Et donc pour revenir à votre question, en fait, l'impact sur l'économie mauritanienne, en fait, à vrai dire, il n'y a pas un vrai impact direct. Tout simplement pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'en fait, si vous regardez les chiffres officiels qui ont été annoncés, le volume des exportations mauritaniennes vers les États-Unis d'Amérique sont extrêmement minimes. Elles vont dans l'ordre de 22 000 $. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait significatif. Donc, il n'y a pas du tout un impact sur nous. Par contre, il y a un impact qui est indirect. Comme je viens de le mettre en évidence tout à l'heure, en fait, comme je l'avais dit, les États-Unis, une fois qu'ils vont mettre les droits de douane sur les importations qui vont sur le sol américain, systématiquement, ça va créer de l'inflation sur le sol américain. Et ça, systématiquement, la Banque centrale américaine, ce qu'on appelle communément la Fed, va augmenter son taux directeur justement pour contrecarrer le fléau de l'inflation. Et quand la Fed augmente son taux directeur, donc systématiquement, elle va renchérir le dollar. Et quand elle va renchérir le dollar, donc systématiquement, ça va créer mécaniquement, ou en tout cas d'une certaine équation, une dévaluation par rapport à l'ouguiya. Donc l'ouguiya va se dévaluer en fait par rapport au dollar et systématiquement ça crée en fait une inflation à notre sol parce qu'en fait quand nous allons devoir importer des produits sur le sol mauritanien, donc systématiquement ça va créer de l'inflation. Et justement la Banque centrale mauritanienne va son rôle en fait augmenter en fait le taux directeur, donc systématiquement pour justement contrecarrer l'inflation, et ça va contracter un petit peu l'activité économique du pays. Donc il y a lieu de se soucier de ça et de mettre en place des goulots, en tout cas des garde-fous justement pour contrecarrer ce phénomène. D'accord. Y a-t-il des risques d'ailleurs? Quels sont les risques pour l'exportateur mauritanien qui exporte ses produits vers un marché extérieur, un marché qui lui est totalement étranger, on peut dire? Écoutez, il y a un risque et également, sur notre formule, on peut les appeler comme des défis. Et en fait, pour revenir un petit peu à votre question, en fait, il n'y a pas lieu en fait de parler des accords de libre-échange que nous avons sans citer en fait les défis auxquels les exportateurs doivent faire face.
que ce soit au niveau africain, en l'occurrence pour la ZLECAf et également de manière particulière pour les exportateurs mauritaniens. Au premier rang desquels nous avons en fait ce problème de diversification, c'est-à-dire au niveau africain. En fait, quand nous avons eu en tout cas l'occasion d'assister au round des négociations au niveau de l'accord de la ZLECAf, il y a toujours lieu de mettre sur la table en fait les défis qui attendent la mise en place de cet accord. Tout à fait. Au premier rang desquels, c'est la diversification de l'économie africaine. Et particulièrement en Mauritanie, en fait, par exemple au Maroc, quand vous regardez en fait la ligne tarifaire des produits qui sont exportés au Maroc, elle dépasse les 90 produits qui sont exportables. Au niveau de la Mauritanie, essentiellement, nos exportations sont cantonnées sur deux produits, les produits halieutiques et également les minerais de fer. Donc il y a lieu de diversifier un petit peu les exportations mauritaniennes, même si avec l'avènement des pastés, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pastés qui sont sur le sol européen, qui sont exportés. Donc il y a vraiment un travail qui peut être fait dans ce sens-là, que ce soit pour les fruits et légumes, ou particulièrement pour les légumes de manière particulière. Donc il y a la diversification en fait des produits, et ça me met en fait à mettre en évidence un petit peu une chose, c'est que toujours je le dis que quand vous regardez en fait la carte de la Mauritanie, là où vous mettez votre doigt, vous allez trouver une opportunité d'investissement et également de diversification. Ouais. Quand vous regardez carrément, territoire qui regorge. Essentiellement, là où vous mettez votre doigt, vous allez trouver une potentialité, énorme, un secteur sur lequel on peut tout simplement avoir un avantage comparatif. Si vous regardez carrément de l'est du pays, nous avons un potentiel de cheptel qui est phénoménal, avec le dernier recensement qui va dans l'ordre de 30 millions de têtes de bétail. Donc, il y a un lieu de capitaliser sur ceci, et surtout quand on regarde en fait les chiffres, annuellement, nous importons l'équivalent de 100 millions de dollars, alors que nous avons un potentiel de cheptel qui est phénoménal. Également, c'est dérivé, que ce soit en termes de peaux et cuir. Donc ça, c'est le premier. 100 millions de dollars sur les produits laitiers et ses dérivés, tout simplement. Et puis aussi, nous avons un potentiel agricole qui est phénoménal, et avec les orientations de son Excellence le Président de la République, un vrai travail de fond qui est en train d'être fait. Nous sommes quasiment à 92-95% de taux de couverture en fait en termes de besoins nationaux, en termes de riz. Actuellement, nous sommes à 40, presque 50% pour les légumes. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 15 février dernier, les droits de douane sur les légumes ont augmenté de 181%. C'est hallucinante. C'est hallucinant, et là on se parle, personne ne remarque ceci sur les marchés, donc il n'y a pas une augmentation des prix, ça veut dire que la production locale compense tout simplement en fait ces droits de douane. Donc il y a un vrai travail qui a été fait dans ce sens-là. Et puis à l'ouest carrément, il y a un potentiel halieutique qui est phénoménal, et puis au nord, si vous regardez également, il y a un potentiel minier qui est fondamental à mettre en exergue, et également même au centre, il y a un potentiel touristique. Sans oublier l'uranium. L'uranium, je vais revenir sur ça, c'est extrêmement important sur la dimension de... Exactement, l'hydrogène vert, sur la dimension de l'énergie, ça c'est extrêmement important. Donc il y a lieu de diversifier en fait c'est-à-dire les secteurs d'exportation. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses au niveau africain, en fait, la question qui se pose, c'est la dimension et la problématique en fait de l'infrastructure en fait routière. Il y a un vrai travail qui doit être fait en termes de connectivité entre les pays africains pour que le commerce soit fluidifié. D'accord. Je vous donne une petite, en fait, c'est un insert d'une anecdote, mais également ce sont des chiffres. Vous savez, en fait, il y a une étude qui a été faite par la Banque mondiale récemment, et qui a été confirmée par la BAD d'ailleurs. Ça date de 2019, mais quand même c'est récent. En fait, il dit que si vous voulez transporter une marchandise entre le port de Douala et également le port de Lomé, ça vous prend 2 fois plus de temps que de transporter la même marchandise entre le port de Lomé et Shanghai, le port de Shanghai. Ouais. Et en plus, ça vous coûte 3 fois plus cher. Donc il y a un vrai travail de fond qui doit être fait dans ce sens-là. Et puis la troisième des choses, c'est tout simplement que nous allons s'ouvrir à une concurrence extrêmement rude. Donc le fait de mettre en place cet accord, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre marché pour les autres pays. En l'occurrence le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, également les pays du SADC. Ça, il ne faut pas les sous-estimer. La Tanzanie, le Botswana, ça, c'est des pays à ne pas sous-estimer. Donc le fait d'ouvrir son marché, il va falloir en fait se mettre à niveau. Les entreprises doivent être mises à niveau pour qu'elles puissent compétir contre ces pays. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis la quatrième des dimensions, et je reviens sur la question que vous avez posée, c'est la question de l'énergie. En Afrique, l'énergie pose un sérieux problème. Je vous donne à titre de comparaison, si vous regardez le coût de revient d'un produit, que ce soit au Maroc, si vous regardez la structure des prix, quand vous regardez en fait la rubrique qui concerne le coût de l'énergie et que vous la comparez en fait avec le coût de revient, celle-là, ça représente en fait souvent 2%. Avec d'autres pays, c'est 0,03%, en l'occurrence l'Algérie, où le coût de l'énergie est quasiment nul. Et donc, avec d'autres pays africains, ce coût de revient ce coût d'énergie par rapport au coût de revient, souvent ça représente 12%. Donc il n'y a pas en fait une concurrence déloyale. Comment vous voulez que votre produit soit compétitif si le coût de l'énergie représente 12% par rapport aux autres pays? Donc il y a lieu en fait de justement
mettre un fonds de travail sur la dimension de l'énergie. Et comme vous l'avez cité, en Mauritanie, nous regorgeons en fait d'énormes secteurs sur lesquels on peut avoir des avantages comparatifs en termes d'énergie, également avec l'uranium, comme vous l'aviez dit, avec la société Aura Énergie, l'australienne, qui va commencer l'exploitation en fait. Sans oublier aussi le projet GTA aussi GTA, également le gaz et également même l'hydrogène vert. Il faut pas, vous n'êtes pas sans savoir que la Mauritanie peut également devenir un hub en termes d'hydrogène vert. L'hydrogène vert, en fait, par définition simple, c'est quoi? C'est le fait de créer de l'énergie avec l'hydrogène, c'est-à-dire l'eau. Tout simplement en prenant de l'eau et puis on dissocie les molécules d'hydrogène avec les molécules de l'oxygène, avec ce qu'on appelle des électrolyseurs en fait. Vous faites des décharges électriques au niveau de l'eau et puis vous dissociez les molécules d'hydrogène et avec ces molécules d'hydrogène, vous créez de l'énergie systématiquement. Mais à condition que ces électrolyseurs en fait soient alimentés par une énergie, que ce soit solaire, éolienne ou bien à bas carbone. Bas carbone, c'est-à-dire que ce qu'elle va émettre en termes de CO2 ne doit pas dépasser 60 grammes par kilowatt. Et la Mauritanie peut devenir un gain sous domaine. Est-ce que tout le dispositif est actuellement en place pour la volonté politique est là. Bien entendu, la volonté politique est là. Le président de la République, ils ont fait de telle sorte, avec la stratégie au niveau du département de l'énergie, que la Mauritanie soit un hub en termes d'hydrogène vert et également en termes d'uranium. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la dernière COP qui s'est déroulée en Égypte, à Sharm el-Sheikh, conclusion en termes de recommandations, les 2 tiers des pays ont décidé de faire de telle sorte à ce qu'ils fassent une transposition en termes d'énergie vers l'uranium. Donc ça, systématiquement, ça va augmenter la demande et donc le coût d'uranium sur le marché mondial va augmenter. Et systématiquement, quand vous produisez de l'uranium avec un coût qui est extrêmement élevé sur le marché mondial, ça augmente en fait les rentes financières au niveau des caisses de l'État. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental à signaler. J'aimerais que vous rebondissiez un peu sur l'accord qu'on a avec SLECAF, et parce que je vous ai entendu tout à l'heure dire qu'avec SLECAF, les pays africains vont commercer ensemble, en tout cas sans pour autant payer des droits de douane, sans pour autant qu'un pays paye des droits de douane. Maintenant, je voulais savoir le rôle que va jouer un peu la Mauritanie une fois que, voilà, parce que je crois savoir que des pays vont venir séjourner ici, avoir besoin de notre gasoil, de nos hôtels, quelque chose comme ça, sur le plan infrastructure. Vous avez parfaitement raison. Est-ce que la Mauritanie va jouer un rôle, en tout cas, dans ces accords-là? 2 éléments de réponse, plutôt 2 dimensions. En fait, la première des dimensions, vous avez parfaitement raison, c'est que, comme vous l'aviez dit, en fait, cet accord va avoir plusieurs avantages pour la Mauritanie. Au premier rang desquels, c'est que l'exportateur mauritanien va avoir en face de lui un marché d'exportation qui va dans l'ordre de 1,3 milliard de consommateurs potentiels. Donc au lieu d'avoir un marché de 4 à 5 millions de consommateurs nationaux, donc il peut étendre en fait ses exportations, également sa production sur un marché plus élargi. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la Mauritanie va jouer le rôle d'une plaque tournante extrêmement fondamentale dans cet accord. C'est d'ailleurs de ça. Ouais. Comme vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir que le premier fournisseur africain pour les pays africains, c'est le Maroc. Et donc le Maroc, tout ce qui va passer par le Maroc en termes de commerce, en termes de voies routières, va indéniablement passer par la Mauritanie. Donc la Mauritanie va jouer le rôle d'une plaque tournante déterminante en fait dans cet accord-là. Et donc systématiquement, ça va créer ce qu'on appelle des activités tertiaires, parce qu'en fait les camions qui vont passer par le corridor mauritanien seront obligés de se stationner, donc auront besoin de là où se reposer, également des stations de pompage pour s'alimenter en carburant. Donc ça systématiquement, ça va créer des petits hôtels, des motels et également des stations de pompage, également des activités de commerce. Donc c'est ce qu'on appelle les activités tertiaires. Donc ça, c'est quelque chose qui rentre systématiquement dans l'appareil productif de l'État. Et également, il y a un projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. Ce projet de gazoduc qui passe par 13 pays, dont la Mauritanie, bien entendu, et qui consiste à transporter des molécules de gaz depuis le Nigeria jusqu'au Maroc. Et comme vous le savez, le Nigeria qui a du gaz, et également le Maroc qui a du phosphate. Là, du phosphate. Et quand vous combinez le gaz et le phosphate, systématiquement, vous créez des engrais. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est des pipelines, en fait, qui vont passer par les pays qui interviennent entre les 2 pays, dont la Mauritanie. Donc, ça, systématiquement, ça va créer des projets d'électrification et également des rentes annuelles au niveau des caisses de l'État. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième dimension, c'est qu'il faut savoir également, c'est que l'accord ZLECAf, en fait, consiste à mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes d'accompagnement. Ces mécanismes d'accompagnement, comme vous l'avez brillamment cité, quand les États africains décident de ne plus mettre des droits de douane entre eux, donc le fait de commercer sans droits de douane, c'est ce qu'on appelle des accords de libre-échange. Donc ça sous-entend que avant, il y avait des droits de douane qui étaient imposés entre les États. Et qu'il fallait respecter quand même. Qu'il fallait respecter tout simplement. Et également, quand un pays exportait vers la Mauritanie, il payait des droits de douane. Et maintenant, ces droits de douane,
vont aller à la caisse de l'État. Et donc, quand la ZLECA va avoir lieu, donc il n'y a plus de droits de douane, donc il n'y a plus d'argent qui va aller dans les caisses de l'État. Donc, c'est un manque financier. Mais pas vraiment en fait, parce qu'en fait, ce que je venais de mettre en évidence, avec ces mécanismes d'accompagnement, il y a ce qu'on appelle le fonds d'ajustement, le fonds de compensation. Parce qu'en fait, on va voir les pays, qu'est-ce qu'ils vont perdre en fait en termes de rente financière qui, au préalable, devait aller dans les caisses de l'État et voir quels sont les moyens pour les compenser. Mais il faut savoir également une chose, c'est que la compensation, ce n'est pas une compensation directe, c'est-à-dire financière, ce sont des compensations indirectes. Donc essentiellement, ce sont des appuis qui vont être faits au niveau des États pour qu'ils puissent développer en fait des industries locales pour qu'elles puissent justement les utiliser et capitaliser sur ça pour augmenter en fait leur volume d'exportation, et également des appuis en termes de renforcement de capacité et également d'appui institutionnel. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme que la ZLECA consiste à mettre sur place, c'est ce qu'on appelle le mécanisme PAPS. PAPS, qu'on appelle littéralement en anglais Payment Settlement. Donc c'est une plateforme en fait électronique. En fait, comme vous le savez, il n'y a pas lieu de créer un marché entre les États africains à travers lesquels nous allons essayer de commercer sans droit de douane, et en même temps nous avons une monnaie qui est étrangère, le dollar, à travers laquelle nous allons faire ces échanges commerciaux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc l'idée qui a été initiée au départ à travers les chefs d'État, c'était justement de faire exactement comme l'Union européenne, créer un marché africain et commercer avec une monnaie unique, ce que vous voyez, exactement comme l'euro. Et donc ce projet, malheureusement, s'est heurté avec, en face d'un certain nombre d'obstacles techniques. Au premier rang desquels, c'est que quand vous allez créer une monnaie africaine, il va falloir respecter un certain nombre de critères fondamentaux macroéconomiques, exactement comme les critères de Maastricht au niveau de l'Union européenne. Parce qu'en fait, c'est-à-dire au niveau de la création, au moment de la création de l'euro, avec le sommet de Maastricht, il a eu lieu d'imposer à tous les États européens en fait, de respecter un certain nombre de fondamentaux. Au premier rang desquels, le fait de ne pas avoir un déficit budgétaire qui dépasse les 3%, ce qu'on appelle un dérapage budgétaire. Le deuxième ça dérapage budgétaire. Le dérapage budgétaire, tout simplement, le fait d'aller au-delà de 3%. Donc respecter un seuil de 3% en termes de déficit budgétaire annuel. Le deuxième fondamental, le deuxième critère ou la deuxième exigence consistait à ne pas avoir, ou en tout cas dépasser un ratio dette PIB qui va au-delà de 60%. Par contre, quand nous regardons en fait la structure des économies africaines, nous constatons qu'il y a énormément de pays africains qui dépassent en fait les 3% en termes de déficit, également les 60% en termes de ratio dette PIB. Donc, fondamentalement, techniquement, ce n'était pas possible de créer une monnaie unique. Donc l'alternative consistait à quoi? À mettre en place cette plateforme électronique qui s'appelle le PAPS, tout simplement, à travers laquelle les pays ne vont pas commercer avec une monnaie unique, mais également vous allez devoir commercer avec votre propre monnaie locale. Donc moi, si je veux importer une marchandise depuis le Nigeria par exemple, je ne suis plus obligé de convertir mes ouguiya en dollars pour que je puisse importer cette marchandise depuis le Nigeria. Je paye mon importation avec l'ouguiya dans cette plateforme et la plateforme convertit systématiquement en fait ces ouguiya en naira, donc la monnaie nigérienne. La monnaie nigérienne. Donc cette plateforme a son propre système de compense. Et ça, c'est extrêmement important pour les pays africains parce qu'en fait, annuellement, les pays africains dépensent plus de 5 000 milliards de dollars en termes de conversion des monnaies locales vers les monnaies étrangères, particulièrement le dollar. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui va leur permettre justement d'économiser. En tout cas, avec les richesses que nous voulons de citer, les opportunités qui s'offrent à la Mauritanie, on peut dire qu'on va vers un avenir radieux pour la Mauritanie, on peut dire. Bien entendu, comme j'avais dit, là où vous mettez votre doigt sur la carte, vous trouverez une opportunité d'investissement et également un secteur sur lequel vous pouvez en tout cas capitaliser et avoir un avantage comparatif. Mais il y a lieu en fait de mettre en place des mécanismes d'accompagnement. Vous savez, au niveau du département du commerce, nous sommes dans l'objectif de mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique. Vous savez, en fait, nous avions signé en 2019 un accord de facilitation des échanges avec l'Organisation mondiale du commerce. Et cet accord consiste à tout simplement de fluidifier en fait les échanges entre les États membres de l'OMC. Donc ça, c'est un accord qui va au-delà de l'Union africaine. Donc c'est entre tous les pays qui composent l'Organisation mondiale du commerce. Donc vous avez les pays de l'Union européenne, la Chine, les États-Unis d'Amérique, également les pays arabes, voire même également les pays de l'Union africaine. Donc nous avions signé cet accord qui consiste à fluidifier en fait les échanges entre tous les pays États membres de l'OMC. Et parmi en fait les recommandations qui ressortent en fait de cet accord, c'est tout simplement de mettre en place ce qu'on appelle des guichets uniques pour le commerce extérieur. Donc ces guichets uniques ou ces projets consistent à digitaliser en fait toutes les procédures d'exportation, d'importation et également de transit
de tous les produits, avec les produits particulièrement les pays transfrontaliers. Donc nous sommes dans le pipe de mettre en place un guichet unique donc, à travers lequel nous allons digitaliser en fait toutes les procédures d'importation et d'exportation avec les autres pays, les partenaires commerciaux. Donc avec l'avènement de ce guichet-là, tout exportateur et importateur mauritanien n'aura plus en fait besoin de se déplacer vers les entités publiques, voire même à la Banque centrale pour le crédit documentaire, voire même à la douane pour justement les formalités douanières. Tout se fait au niveau d'un guichet unique et également donc les procédures se font soit via un smartphone ou bien sur son laptop et à distance, donc sans déplacement et sans papier. De façon électronique. De manière électronique. Et également, il y a lieu également de penser à mettre également, nous avons à cet objectif, ce qu'on appelle des balises ou ce qu'on appelle le mécanisme de tracking qui consiste à suivre en fait les opérations commerciales. Je vous donne un titre d'exemple. Et c'est avéré, malheureusement, qu'au niveau du continent, quand nous participons au des négociations, en fait, et particulièrement dans le comité des marchandises au niveau de la ZLECAf, nous constatons malheureusement qu'au niveau de la ZLECAf, qu'il y a des camions entre des pays africains, ils le font, et de manière régulière malheureusement. Il y a des camions qui, une fois arrivent sur le sol d'un pays africain, ces camions qui viennent de l'étranger se déclarent en situation de transit. Et comme vous le savez, en fait, quand un camion vient sur votre territoire et qui se déclare en situation de transit, donc sa destination finale, ce n'est pas votre territoire, c'est un autre pays. Donc il passe par votre territoire. Donc systématiquement, vous ne lui imposez pas des droits de douane. Donc vous le laissez passer. Il se trouve qu'au niveau africain, sur un certain nombre de pays, il y a des camions, une fois qu'ils arrivent, ils se déclarent en situation de transit, donc on leur demande de continuer, donc on ne leur demande pas de payer des droits de douane sur la marchandise qu'ils transportent. Une fois arrivés au milieu du territoire de ce pays sur lequel ils se déclarent en situation de transit, ils déversent en fait la marchandise sur ce sol-là. Et il se trouve que cette marchandise se retrouve sur le sol national. Et les vendue. Donc systématiquement, ça crée de la concurrence déloyale parce qu'en fait, cette marchandise se retrouve en fait sur le marché qui concurrence en fait d'autres produits qui, eux, au préalable, ont déjà payé des droits de douane. Donc ça, systématiquement, ça crée de la concurrence déloyale. Et donc, il y a lieu justement de mettre en place des mécanismes de tracking, donc des balises qu'on va scotcher sur les camions qui entrent en situation de transit en Mauritanie. Et donc tout camion qui se déclare en situation de transit doit être suivi par géolocalisation. Il y a ce qu'on appelle les centres d'évaluation, ou ce qu'on appelle les rolling centers, qui vont suivre en fait son déplacement. Et donc tout camion qui va déverser une marchandise sur le sol national, systématiquement, il va y avoir une alerte et puis on contacte le bureau de la douane. Exactement. Cette précision importante renferme ce premier chapitre de notre émission autour de l'actualité qui recevait pour vous cette semaine M. Mohamed Amin Oulvaïde. Je rappelle, vous êtes directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Merci beaucoup. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cet entretien. Monsieur Vaïde, quel est votre dernier mot? Bon, je ne peux que vous remercier en fait pour cette initiative et je vous encourage vivement à continuer dans cette lignée-là. C'était extrêmement important pour nous en fait de vulgariser un petit peu en fait les échanges que nous avions pour que les exportateurs mauritaniens soient au courant de ce qui se passe et également les avantages sur lesquels ils peuvent en tirer pleinement profit. Donc, pour récapituler un petit peu, avec les accords que vous aviez cités en préambule, avec l'Union européenne, et également nous avons des accords avec la Chine, et également des accords que nous sommes sur le point de mettre en place, que ce soit avec la CEDEAO, également la ZLECAf. Ce sont tous des accords qui permettent à tout exportateur mauritanien, à l'instant où on se parle actuellement, quand il veut exporter sur le sol, que ce soit de l'Union européenne ou également vers la Chine, il peut exporter sans qu'on lui demande de payer des droits de douane ou également des taxes à faire. Très clair. En tout cas, merci à vous, monsieur le directeur, pour votre disponibilité. Surtout, on serait ravis de vous revoir sur notre plateau, sur d'autres sujets, bien entendu, liés à votre département. Merci beaucoup, monsieur Vaïde. Merci à vous. Merci énormément.